Il y a des instants dans la vie où le temps s'arrête, pas lentement, d'un coup, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Renaud Cassagne, 34 ans, sentit ce moment arriver avec la précision d'une lame. Il était assis à son bureau, au 8e étage de la tour Iéna, dans le 16e arrondissement de Paris. Dehors, la Seine brillait sous un ciel de janvier couleur ardoise. Dedans, l'open space sentait le café froid et l'ambition rentrée. Il portait encore le même pull gris qu'il avait mis en urgence ce matin-là, parce que sa fille de 4 ans avait renversé du jus d'orange sur sa chemise avant qu'il quitte l'appartement du 15e, et qu'il n'avait plus le temps de se changer. Il n'avait pas non plus le temps de penser. Pas depuis 6 mois. Pas depuis que Camille était partie avec ses valises et une phrase qui lui avait transpercé la poitrine comme un éclat de verre. « Tu n'as jamais vraiment été là, même quand tu étais là. » Il regardait l'écran sans le voir. Et puis Delphine Marchal s'était penchée vers lui. Delphine Marchal, 42 ans, PDG fondatrice de Marchal & Associés, valorisée à 300 millions d'euros. Cheveux châtains tirés en queue basse, robe crème ajustée, une perle à chaque oreille. Le genre de femme dont les journaux économiques publient le visage en couverture, avec le titre « La femme qui a réinventé le conseil en stratégie ». Elle s'était penchée si près que Renaud avait senti le parfum de sa peau, quelque chose de discret, de chaud, de l'iris peut-être. Et dans un souffle, avec une voix qu'il ne lui avait jamais entendue en 3 ans, elle avait murmuré les 4 mots qui avaient tout changé. « Épouse-moi, Renaud ». Il l'avait regardé. Longtemps. Et puis il avait dit non. Certaines vérités ne se disent qu'une fois. 3 semaines avant cette scène, Renaud Cassagne n'était qu'un chef de projet anonyme dans une entreprise qui l'ignorait cordialement. Il avait rejoint Marchal & Associés 2 ans et demi plus tôt, après avoir quitté un cabinet de conseil à Lyon, où il s'était épuisé pendant 6 ans pour des augmentations de 2%. Paris devait être une nouvelle page. Un appartement rue de la Roquette, loué en urgence. Une crèche pour Inès, sa fille. Une promesse faite à Camille que les choses allaient s'arranger. Elles ne s'étaient pas arrangées. Renaud était compétent, vraiment compétent, dans le sens discret et durable du terme. Il lisait les dossiers 2 fois, produisait des analyses que ses collègues recyclaient sans le citer, arrivait à 8 heures et repartait rarement avant 19 heures. Il ne parlait pas fort, il ne portait pas de costumes italiens. Il buvait son café seul à la machine du couloir en regardant les infos défiler sur son téléphone. Sa collègue Myriam, 30 ans, analyste junior, l'appelait affectueusement « le fantôme utile ». Elle disait ça avec tendresse. Renaud savait qu'elle avait raison. Le vendredi soir en question, tout le monde était parti. Les lumières automatiques s'étaient éteintes dans la moitié de l'étage. Renaud finissait un rapport sur la restructuration d'un groupe textile basé à Roubaix. Il avait les yeux brûlants. Son téléphone affichait un message de Camille. « Inès a de la fièvre. Tu rentres à quelle heure ?» Il avait tapé bientôt sans y croire lui-même. C'est à ce moment-là qu'il avait entendu des talons dans le couloir, pas des talons ordinaires, des talons qui ne tâtonnaient jamais, qui ne hésitaient jamais. Delphine Marchal traversait rarement l'espace des chefs de projet après 18 heures, et pourtant, elle s'était arrêtée devant son bureau. Elle portait encore son manteau, un long cachemire beige, et tenait à la main un gobelet de café qu'elle n'avait visiblement pas touché. « Vous êtes encore là, Cassagne ?» Ce n'était pas une question, c'était une constatation, dite avec quelque chose d'étrange dans la voix. Pas de l'agacement, presque de la curiosité. « Le rapport Dumont est pour lundi matin », avait-il répondu. Elle avait regardé son écran, puis lui. 1 seconde de trop. « Je sais, je l'ai demandé pour jeudi. » Puis elle était repartie. Certaines vérités ne se disent qu'une fois. Renaud avait refermé son ordinateur à 22 heures. Dans le métro, ligne 9 entre République et Oberkampf, il avait regardé son reflet dans la vitre noire et s'était demandé à quel moment il était devenu quelqu'un qui ne se reconnaissait plus. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre vie, abonnez-vous. Cette histoire est pour vous. Le divorce de Delphine Marchal était devenu la rumeur la plus commentée des open space de la tour Iéna. 8 ans de mariage avec Édouard Voss, directeur général d'un fonds d'investissement luxembourgeois. Pas d'enfants. Une villa à Neuilly et un appartement à Barcelone. Aux yeux du monde, l'union parfaite entre 2 formes de réussite. Le divorce avait été prononcé en novembre. Personne ne savait pourquoi exactement. Myriam prétendait qu'il y avait eu une trahison. Une assistante juridique avait entendu le mot infidélité murmuré dans un couloir. Renaud, lui, n'avait rien entendu parce qu'il n'écoutait pas les ragots.
Il avait ses propres ruines à gérer. C'est la cantine du 6e étage qui avait tout déclenché. Un mercredi de décembre, Renaud avait pris un plateau et s'était assis seul à une table près de la fenêtre, son habitude. Dehors, Paris était grise et froide, les toits haussmanniens couverts d'une brume tenace. Il mangeait un steak haricots verts sans appétit en relisant des notes sur son téléphone quand quelqu'un avait posé un plateau en face de lui. « Cette table est libre ?» Delphine Marchal, sans son manteau, en tailleur marine, cheveux légèrement défaits pour la première fois qu'il la voyait ainsi. Elle n'attendit pas sa réponse pour s'asseoir. Renaud posa son téléphone. « Bien sûr, dit-il, décontenancé. » Elle mangea en silence pendant 2 minutes. Puis, « Vous avez une fille, c'est ça ?»« Inès, 4 ans. »« Vous l'avez ce week-end ?» Il la regarda surpris par la précision de la question. « Oui, un week-end sur 2 depuis... » Il ne finit pas la phrase. Elle hocha la tête doucement, comme si elle avait compris tout ce qu'il n'avait pas dit. « La séparation est récente ? 6 mois. » Silence. Elle but une gorgée d'eau. « La mienne est officielle depuis 3 semaines, dit-elle. Mais c'était mort depuis 2 ans. Je pensais que le travail suffirait à combler le reste. Certaines vérités ne se disent qu'une fois. J'aurais dû l'entendre plus tôt. » Renaud ne sut quoi répondre. Il n'avait jamais entendu Delphine Marchal dire quelque chose de personnel. Elle dirigeait 240 personnes avec l'efficacité froide d'une architecte. Elle n'avait pas de vie privée accessible, pas de faiblesse visible. Et pourtant, là, sous les néons de la cantine d'entreprise, elle mangeait des carottes râpées en lui parlant de son mariage mort. « Vous n'étiez pas obligé de me dire ça, murmura-t-il. »« Je sais, dit-elle. » Elle le regarda alors d'une façon qu'il ne lui avait jamais vue, directe, nette, sans l'armure habituelle, comme si elle cherchait quelque chose dans ses yeux. « Vous déjeunez toujours seul ?»« La plupart du temps. »« Moi aussi. » Certaines vérités ne se disent qu'une fois. Ils déjeunèrent ensemble les 3 vendredis suivants. Puis les mercredis aussi. Renaud ne sut pas exactement à quel moment une habitude était devenue autre chose. Mais un matin, en déposant Inès à la crèche rue de la Folie-Méricourt, il avait réalisé qu'il souriait sans raison particulière. C'était la première fois depuis longtemps. Il aurait dû s'en méfier. Parce que les choses qui recommencent à briller ont souvent un prix. Ce fut Inès qui changea tout. Un jeudi soir, Renaud avait exceptionnellement emmené sa fille au bureau. La garderie était fermée pour une réunion pédagogique. Sa mère était à Bordeaux. Et il avait une réunion indécalable à 17 heures. Il l'avait installée dans une salle de réunion vide avec ses crayons et une tablette, en priant pour que personne ne la remarque. Delphine l'avait remarqué. Elle avait poussé la porte de la salle à 18h30 à la recherche d'un dossier laissé là. Inès était assise par terre, concentrée sur un dessin, des cheveux bouclés, un pull rouge, des chaussures à velcro dont l'une était mal attachée. « C'est qui, toi ?» avait demandé Inès sans lever les yeux. « Je suis Delphine. Et toi, Inès ?»« Mon papa travaille ici. Il est en réunion des grands. » Delphine avait posé son dossier. Elle s'était accroupie, avait regardé le dessin. « C'est quoi ?»« Ma famille. Ça c'est moi, ça c'est papa, ça c'est maman. Mais maman, elle habite plus avec papa, alors je les ai mis sur 2 feuilles différentes. » Delphine n'avait rien dit pendant un long moment. « C'est très bien comme idée, » avait-elle dit enfin, avec une douceur que Renaud, rentrant dans la pièce à cet instant précis, ne lui avait jamais entendue. Il s'était arrêté dans l'embrasure de la porte. « Bonjour, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Merci. » Delphine était accroupie sur le sol en tailleur marine, une PDG de 300 millions d'euros, en train de regarder le dessin d'une petite fille de 4 ans avec les yeux de quelqu'un qui avait faim de quelque chose qu'elle ne savait plus nommer. Certaines vérités ne se disent qu'une fois. Elle avait levé les yeux vers lui. Quelque chose avait traversé son visage. Pas de la gêne, pas de la surprise. Quelque chose de plus fragile que ça. Le soir même, Renaud avait reçu un message. « Vous avez une fille extraordinaire. » Il avait mis 10 minutes à répondre. Et quand il l'avait fait, il n'avait pas écrit ce qu'il pensait vraiment. Il avait écrit « Merci ». Ce qu'il pensait vraiment, c'était « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. Et c'est la pire idée que j'ai jamais eue. Abonnez-vous si vous avez déjà eu une mauvaise idée que vous ne regrettiez pas. » 2 jours plus tard, elle s'était penchée vers lui dans l'open space vide, à 20h, et elle avait murmuré les 4 mots. « Épouse-moi, Renaud. » Il avait dit non. Certaines vérités ne se disent qu'une fois, et il avait peur que ce soit lui qui vienne de la dire pour la dernière fois. Le lendemain matin,
Renaud arriva à 8 heures précises, comme toujours. Delphine ne vint pas à la cantine ce mercredi-là, ni le vendredi. Elle annula 2 réunions qu'il supervisait, les confia à un autre chef de projet. Dans les couloirs, rien ne trahissait rien. Elle était professionnelle, nette, inaccessible comme avant. Comme si les semaines précédentes avaient été une parenthèse qu'elle avait refermée seule. Myriam remarqua quelque chose. « T'as l'air d'un type qui a rejeté quelqu'un et qui le regrette », lui dit-elle un mardi matin en sirotant un café à la machine. « C'est ridicule, c'est ce que tu dis. » Il ne répondit pas. La vérité, c'est qu'il avait dit non pour les mauvaises raisons, ou plutôt pour des raisons qui ressemblaient à de la sagesse de l'extérieur et à de la lâcheté de l'intérieur. Il avait pensé « Elle est ma patronne ». Il avait pensé « C'est trop tôt pour elle, pour moi ». Il avait pensé « Inès a besoin de stabilité, pas d'une nouvelle complication ». Il n'avait pas pensé à ce qu'il ressentait, parce que ce qu'il ressentait était trop grand pour tenir dans une réponse réfléchie. Un jeudi soir, seul dans son appartement rue de la Roquette, après avoir couché Inès, il sortit sur le balcon. Paris la nuit, les lumières de la ville, l'odeur de la pluie sur le bitume. Il pensa à la façon dont Delphine s'était accroupie sur le sol de la salle de réunion, à sa voix ce soir-là à la cantine, quand elle avait dit « c'était mort depuis 2 ans sans chercher à se protéger ». Elle lui avait dit une vérité qu'elle ne disait sûrement à personne. Certaines vérités ne se disent qu'une fois. Et lui, il avait dit non. Il rentra à l'intérieur, prit son téléphone, posa le téléphone, alla se coucher, ne dormit pas. À 7 heures du matin, il envoya un message. « Je crois que j'ai répondu trop vite. Est-ce qu'on pourrait se parler ?» Les 3 points clignotèrent, puis s'arrêtèrent, puis rien. Toute la journée, rien. Il regarda son téléphone 40 fois. Le soir, en allant chercher Inès à la crèche, elle attrapa sa main et dit « Papa, t'as une tête bizarre, je sais, ma puce. T'es triste ?» « Un peu. » « C'est à cause de Delphine. » Il s'était arrêté net sur le trottoir. « Comment tu sais son prénom ?»« J'ai dessiné un dessin pour elle. Myriam me l'a dit pour que j'écrive son nom. » Il regarda sa fille. Ses boucles brunes, ses yeux graves, ses 4 ans qui comprenaient parfois mieux que lui ce qui se passait. « Elle m'a bien plu, » dit Inès simplement. Renaud sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Il l'attendit dans le hall de la tour Iéna le lendemain matin, à 7h45. Elle arriva à 8h, manteau cachemire, café à la main, pas qui ne tâtonnait jamais. Elle le vit. Elle ne ralentit pas, mais quelque chose dans ses yeux bougea. Cassagne. Je voulais vous répondre correctement. Elle s'arrêta. Autour d'eux, des collègues entraient, sortaient, glissaient des badges, ne regardaient pas. Vous m'avez déjà répondu. Non, j'ai répondu vite, c'est différent. Elle le regarda longtemps. La lumière blanche du hall les éclairait tous les deux. Quand vous m'avez dit ça, reprit-il, j'ai eu peur. Pas de vous, de moi. Parce que ça faisait des semaines que je cherchais une raison de ne pas ressentir ce que je ressentais. Et vous venez de me donner la pire des bonnes raisons de laisser tomber mes défenses. Elle ne dit rien. Ce que j'aurais dû dire, c'est que c'est trop tôt pour des fiançailles, mais pas trop tôt pour être honnête. Et honnêtement, vous m'importez, vraiment. Delphine posa son café sur le comptoir d'accueil. Lentement. Elle croisa les bras, puis les décroisa. Quelque chose dans sa posture changeait. L'armure se fissurait, millimètre par millimètre. « Vous savez ce que j'ai fait après votre réponse ?» dit-elle enfin. « Non. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert une bouteille de Bourgogne et j'ai pleuré devant Amélie Poulain pour la première fois depuis mes 22 ans. Certaines vérités ne se disent qu'une fois. » Il rit, un vrai rire, court, surpris. Elle rit aussi. Et ce rire-là, dans ce hall d'entreprise à 8 heures du matin, valait mieux que n'importe quelle déclaration soignée. « Je ne vous demande pas de m'épouser, dit-il. Bien, je vous demande juste un dîner, un vrai, pas à la cantine. » Elle réfléchit une seconde, ou fit semblant. « Il y a un très bon bistrot rue Le Pic. Jeudi, 3 ans plus tard. » Ils se marièrent un samedi de septembre, dans la mairie du 11e arrondissement de Paris, celui de Renaud, pas celui de Delphine. C'était son idée à elle. Inès, 7 ans, portait une robe bordeaux et avait insisté pour tenir les alliances dans une petite boîte en velours qu'elle n'avait pas lâchée de la matinée. Pendant la cérémonie, elle avait murmuré très sérieusement à Myriam, assise à côté d'elle. « Je savais que ça allait arriver. J'avais fait un dessin. » Delphine avait cédé sa part opérationnelle dans la société à son associé historique. Gardant un rôle consultatif, elle avait ouvert un cabinet indépendant, plus petit, plus humain.
Elle prenait ses week-ends. Renaud avait été promu directeur de pôle. Il rentrait à 19h, parfois 18h30, le soir du mariage, sur la terrasse de leur appartement commun, rue Oberkampf, entre les deux mondes qu'ils avaient été. Paris brillait de tous ses ponts. Delphine avait la tête sur l'épaule de Renaud. Inès dormait à l'intérieur. « Tu regrettes d'avoir dit non ?» murmura-t-elle. Il réfléchit sincèrement. « Non, parce que ça m'a forcé à trouver le bon mot après. » Elle leva la tête. « Certaines vérités ne se disent qu'une fois, dit-il. Alors autant bien les choisir. » Elle sourit. Il sourit. Et Paris continua de briller, indifférente et magnifique, comme elle le fait depuis toujours pour ceux qui finissent enfin par se dire la vérité. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà dit non alors que vous pensiez oui? Votre témoignage compte. Et si vous voulez soutenir ce canal, le bouton Super Thanks est là pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci d'être là.